Le musée de la mine de Gréasque vous propose de découvrir le vécu des mineurs de charbon en vidéo pendant tout l'été. À chaque mineur, son époque de travail, son métier, son rôle à la mine. Diversité des parcours et des expériences, mais toujours des anecdotes uniques. Bonne écoute et à bientôt. Au fond de la mine, on avait beaucoup de rats, dans tous les chantiers principalement. Pas dans les galeries, parce que quand les chantiers étaient abandonnés, les rats n'avaient plus rien à manger, et donc ils se localisaient toujours dans les chantiers. Et dans les chantiers, ils venaient, ils essayaient de piquer dans les musettes ce qu'ils pouvaient attraper, donc il fallait pendre les musettes, les accrocher au grillage, et pour empêcher le rat de rentrer dedans. Et il fallait, chaque fois qu'on mangeait, on essayait de ne pas laisser traîner trop de miettes, trop de restes, des trognons de pommes, tout ça, parce que eux s'en délectaient, et puis c'était leur seule nourriture. Donc ils n'avaient pas le choix, à part nous voler notre nourriture ou récupérer les miettes, ils n'avaient pas d'autre choix pour se nourrir. Parce qu'à 1100 mètres de profondeur, il n'y a pas de supermarché, on dira. Voilà. Donc j'avais avec moi un gars qui travaillait avec moi, qui était un mineur qui était arrivé des Cévennes, et qui s'appelait Salem Ahmed, qui était un colosse, un très bon mineur, très intelligent, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et qui était chef d'équipe d'ailleurs aux galeries de Traverband. Et ce mineur, c'était un colosse, il faisait 1,90 m et une puissance, une musculature phénoménale. Mais par contre, il avait extrêmement peur des rats. Donc comme quoi on peut être costaud et avoir peur d'une petite bête. Et un jour, je trouve un gant qui était resté par terre, qui était tout effiloché, tout bizarre, et ça ressemblait à une peau de rat. Donc j'ai pris une toute petite ficelle noire, j'ai calé une pierre au fond d'un doigt pour donner l'impression de la tête, et avec la ficelle, je me suis mis à concocter un rat avec une queue, enfin, ça ressemblait, c'était vraiment ressemblant à un rat. Et je lui ai posé dans la musette. Et puis je suis parti, je suis retourné au chantier, j'ai attendu. Quand l'heure du repas est arrivée, bien entendu, je me suis mis au premier horloge parce que je voulais voir ce qui allait se passer. Et quand il a pris sa musette et qu'il a ouvert la musette, quand il a vu le rat par-dessus, il a tout jeté en l'air et il est parti en criant le rat, le rat, le rat, alors que c'était un simple gant. On en a rigolé pendant quelques jours. Ça a été vraiment le coup pour lui, la surprise. De voir un colosse comme ça partir devant un rat, c'était vraiment très amusant. Quand on a creusé la recette à 1825, la recette du puits Yvon Moranda, on est venu rejoindre donc la couche de charbon, on est venu rejoindre la recette, le puits qu'avaient creusé les Allemands au puits Yvon Moranda à Gardanne. Et donc là, on avait plusieurs équipes parce qu'on creusait plusieurs chantiers en même temps. Il y avait à peu près une quinzaine de mineurs ensemble qui travaillaient, 3 équipes de 5 à chaque poste. Et on avait une seule niche, donc une niche c'était un petit morceau de galerie qui mesurait à peu près 10 mètres de long, qu'on creusait, et pour mettre une table, pour essayer de pouvoir déjeuner ensemble tranquillement assis, pouvoir manger assis au moins de manière correcte, pas manger assis par terre. Donc il y avait un banc de chaque côté, une table toute en longueur, les mineurs se répartissaient là et mangeaient. Et au fond de cette niche, il y avait un immense panneau qui devait faire à peu près 4 à 5 mètres de longueur par 3 mètres de haut, sur lequel étaient épinglés tous les plans qui nous servaient à organiser le creusement de la recette, l'axe des galeries, les largeurs, les hauteurs, enfin bref, tout ce qu'on devait faire. Et moi, donc, une fois que les équipes étaient lancées, comme j'étais chef de poste à ce moment-là, je venais voir un petit peu les plans, je traçais, je calculais le matériel qu'il me fallait, enfin, je faisais mon rôle d'agent de maîtrise. Et je ne sais pas pourquoi, un coup, je regarde derrière le panneau, et derrière le panneau, il y avait une grappe de rats. Il y avait peut-être une vingtaine de rats qui étaient cachés derrière le panneau, et qui attendaient qu'on finisse le déjeuner pour pouvoir nous piquer nos miettes. Et donc, ils s'étaient réfugiés là, et pour eux, c'était un abri, et ils ne bougeaient pas. Donc, bien entendu, je n'ai rien dit. Toujours prêt à faire la moindre blague à tout le monde. Donc je n'ai rien dit, puis j'ai laissé faire, j'ai attendu. Et à l'heure du repas, j'ai laissé tout le monde s'installer. Puis quand tout le monde était bien installé, avec la musette sur le ventre, les gamelles sorties, les sandwichs sortis sur la table et tout le reste, bien entendu, j'ai donné un grand coup de pied dans le panneau et tous les rats sont sortis d'un coup. Et ça courait sur les tables, sous les tables, sur le plafond, sur les tuyaux, de partout. Les mineurs sautaient, se relevaient, montaient sur les bancs, montaient sur les tables, criaient. Ça a été une panique totale pendant quelques secondes, des rats qui couraient partout. Il y avait bien plus de 20 rats, je pense. Pour moi, c'était tordant de rire de voir tous ces gars sauter comme ça. Mais pour eux, ça pas. Après, il faut dire que je me suis fait un peu secouer les prunes par tout le monde parce que certains ont été un peu choqués. Quand on terminait des chantiers de taille, il fallait qu'on bouche les galeries pour éviter que l'air rentre et que ça fasse monter en température les restes de charbon abandonnés et que ça mette le feu dans les galeries. On avait beaucoup de problèmes d'échauffement de galeries comme ça. Et donc on fermait les galeries avec des murs
on montait des murs et on faisait un double mur dans lequel on mettait un produit qui s'appelait de la bentonite. La bentonite, c'est une argile neutre qu'on mélangeait à du ciment liquide et donc on remplissait entre ces deux murs, dans la galerie, de bentonite. Cette bentonite, elle avait la capacité, avec l'humidité, de gonfler et donc elle étanchait complètement les galeries et ça nous permettait d'étouffer les feux dans les anciens chantiers qui avaient été abandonnés. Et à une époque, on était un peu embêtés parce qu'il y avait eu des échauffements, il avait fallu qu'on double les barrages, et il fallait qu'on aille très vite pour étancher parce que le feu prenait un peu partout, et il ne fallait pas qu'on laisse prendre le feu au fond de la mine, c'était une catastrophe. Donc il a fallu qu'on monte rapidement des barrages un peu partout et qu'on remplisse de bentonite le plus vite possible. Et cette bentonite, elle était livrée, elle était injectée par le jour dans une série de tuyaux qui arrivaient jusqu'au chantier, là où on devait boucher un barrage. Donc on commandait depuis le jour l'injection de cette bentonite qui descendait par les 800 mètres du puits et qui coulait dans des tuyaux qui arrivaient jusqu'au chantier en version liquide, puis on remplissait. Et ce jour-là, j'avais un mineur qui était avec moi, que je connais bien et que j'adore, qui s'appelait Alain Cerruti. Et ce mineur, on remplissait le barrage et ça coulait derrière, ça coulait derrière, ça coulait derrière, et il fallait qu'on ferme vite. Et le barrage était en train de se remplir, il montait en pression, et moi je lui disais, mets-en encore un peu, fais monter encore un petit peu, fais monter encore un petit peu. Et lui, bien entendu, il me disait, attention Jean-Luc, il va se passer une connerie, il va arriver une connerie, il va arriver une connerie. Et moi, je lui disais, non, non, continue, continue, il faut qu'on ferme rapidement, il faut qu'on étouffe le feu, donc continue de faire couler la bentonite. Et bien entendu, il s'approche pour regarder le niveau de bentonite derrière le barrage, et à ce moment-là, le barrage cède, le barrage se renverse, lui, il est renversé, et toute la bentonite, une vague énorme qui lui passe par-dessus, il était couvert de la tête aux pieds. On ne le reconnaissait plus, on aurait dit une statue d'argile. Il se relève, il essuie ses lunettes avec ses deux doigts, et là il me répond, il me dit, tu es content là, hein, c'est malais ça. Je garderai cette image, je crois, toute ma vie dans ma tête, et quand on en parle, quand je le vois, on n'en rit encore. Il était complètement couvert, on aurait dit une statue, des statues grecques, mais alors c'était vraiment une image phénoménale de rire, de rire, de rire.